Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine, oui je le sais, j'avais mentionné le film The Pickup qui est présentement disponible sur Amazon Prime, film qui met en vedette Eddie Murphy et aussi Pete Davidson. J'ai dit que j'allais vous en parler cette semaine, mais la raison que j'ai fait ça, c'est parce que au moment, il n'y avait pas de film qui m'intéressait au cinéma. Puis ça, c'est parce qu'il y avait un film qui était après passé sous mon radar et à passer proche que je le manque. Et ça, c'est le film Weapons. Pour ce qui est de Pick-up, je vais vous en parler la semaine prochaine pour d'autres épisodes de prise de vue. Mais cette semaine, au niveau du côté cinéma avec Weapons, un film de Zach Cregger qui nous a offert, si je ne me trompe pas, en 2021. Le film Barbarian qui avait eu un bon succès au box-office et aussi au niveau des critiques et aussi que moi-même j'avais bien apprécié malgré que je trouvais que le film était loin d'être parfait. Mais quand la première bande-annonce, premier trailer pour Weapons est sorti, ça n'avait pas fait assez pour piquer ma curiosité. Ça fait que je pensais que j'allais skipper ce film-là. Mais là, à un moment donné, les critiques sont sorties, puis là, tout le monde a capoté sur ce film-là. Et quand j'ai su aussi c'était Zach Cregger, qui lui avait travaillé sur Barbarian, qui nous offrait, j'ai pensé peut-être que ça vaudrait la peine d'aller jeter un coup d'œil sur Weapons, voir qu'est-ce que c'est. Puis ça a valu la peine. Je m'aurais vraiment tapé sur les doigts si j'avais pas été voir ce film-là au cinéma. Un film d'ailleurs que j'y donne 8 sur 10, une note solide et bien méritée. Un film qui m'a pris par surprise. Puis c'est le genre de film que t'aimes. Tu sais, quand t'as pas trop d'attente, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme Sinners, couple de mois passés, un film pareil que je pensais pas aller voir. Puis finalement, je me suis donné la peine et je l'ai pas regretté parce que Sinners jusqu'à date pour 2025 est toujours mon film de l'année. Mais Weapons a passé proche de le passer. Manquait pas grand-chose. Un excellent film, Stéphane d'horreur, surtout un film de thriller psychologique. Weapons, c'est un film pour toi, un film qui met en vedette Alden Ehrenreich qui avait joué Han Solo dans Solo a Star Wars movie une couple d'années passées. Mais aussi en vedette quelques acteurs et actrices qui ont participé à des films Marvel avec entre autres Josh Brolin, Monsieur Thanos lui-même, Benedict Wong qu'on a vu principalement dans les films de Doctor Strange et aussi Julia Garner. Julia Garner qui a quand même 2025 assez occupé parce que c'est son 3e film, mais pas la meilleure de ses années parce que ça a commencé au mois de janvier avec le flop qui a été Wolfman. Là, on peut la voir présentement dans le film Fantastic Four First Step qui avait parti solide sa première fin de semaine. Deuxième week-end a droppé de 61%. Et là, drop pour le 3e fin de semaine pour un autre 60%. Ça fait qu'on s'attend pour un 3e flop de suite pour Marvel. Donc, pas la meilleure des années. La meilleure des nouvelles, en tout cas, pour Julia Garner. Mais third time is the charm parce que Weapons livre la marchandise et de façon solide. Prémisse qui va comme suit. Une nuit des plus normales dans une petite ville américaine à 10h17 le matin. 17 enfants se réveillent, sortent de leur lit, sortent de la maison et courent vers une direction qui est inconnue et ces enfants-là disparaissent. Qu'est-ce qui est particulier de la disparition de ces enfants-là, mis à part qu'ils se sont tous réveillés en même temps puis tous partis à quelque part? C'est que c'était 17 enfants qui étaient tous dans la même classe élémentaire à l'école, d'une classe de 18, ce qui veut dire qu'il y a un élève qui lui a eu sa nuit complète puis a pu se rendre à l'école parce qu'il était le seul pas disparu. Et à partir de là, quand on nous explique ça, parce que le film va direct dans le vif du sujet, ça commence avec une narration d'une petite enfant qui nous explique justement ce qui s'est passé pour nous mettre en situation dans le film quand justement l'action en tant que telle va commencer pour l'aventure que Weapons nous offre. Et c'est quand même justement une situation où après la disparition de ces élèves-là, ben il y a des recherches, l'école a été fermée pendant un mois, puis après au bout d'un mois, ben, on dit ben, les élèves qui sont là ont besoin justement de retourner à l'école pour continuer leur éducation, puis on essaie de trouver une façon de gérer toutes ces émotions-là. Puis c'est pas mal là que l'histoire commence et le film, comment je vous dirais ça, est divisé comme 11 chapitres. On va appeler ça des chapitres parce que chaque chapitre se concentre sur un personnage particulier. On commence avec le personnage de Justine, qui est Julia Garner, elle qui est la professeure de la classe élémentaire dans les 17 élèves sont disparus. Ça fait que là, il est un peu soupçonné justement d'avoir participé à cette disparition-là, mais après des recherches, après des études, une enquête, on n'a rien vraiment trouvé de concret. Mais il y a des parents qui sont justement frustrés de la situation puis trouvent que la police n'en fait pas assez et là-dessus semaine. Ça fait que pendant un petit bout au début du film, ben, justement, on voit comment elle deal avec ça. On apprend un petit peu sur sa vie où elle a déjà fréquenté un policier du nom de Paul. Ensuite, après, là, à un moment donné,
elle essaye aussi de son côté d'élucider ce mystère-là, même si elle était bien avertie de se tenir loin justement de l'enquête et surtout de Alex, qui est le seul garçon qui a resté dans sa classe. Et ensuite, lorsqu'on se rend sur le personnage de Aldridge, George Brolin, qui, lui, est un papa qui, son fils Matthew, est un des disparus et lui est déterminé justement à savoir ce qui s'est passé et trouver son fils. Et aussi Angela qui pense que Justine a de quoi voir dans cette disparition-là des 17 élèves. Et après, là, on se concentre sur Paul, le policier, justement, qui connaît la professeure Justine, on apprend plus de sa vie, on voit quel genre de personne qui est dans la vie de tous les jours, et se met un peu dans l'eau chaude alors qu'il arrête un jeune drogué, un jeune sans-abri du nom de James, et après cette situation-là, ben là, on se concentre justement sur ce personnage de James qui est, comme je viens de le dire, un jeune drogué sans-abri, qui tente de trouver de l'argent parce qu'il est désespéré pour de la drogue, puis là, lui, à un moment donné, il se trouve dans une situation où il s'est comme involontairement impliqué justement avec les personnes possiblement impliquées dans la disparition des enfants. Après ça, là, on se concentre sur le personnage de Marcus, directeur de l'école, qui lui, justement, comme il est comme impliqué dans l'enquête, comme si vous voulez, parce que c'est dans l'école que ça s'est passé, c'est 17 de ses enfants qui sont disparus, ça fait que c'est lui, à quelque part, il est affecté là-dedans, puis il essaie de trouver une situation aussi, et aussi d'aider d'occuper les policiers à résoudre ce mystère-là. Et on termine ça avec un chapitre sur Alex en tant que tel, le jeune garçon, le seul qui n'a pas disparu de cette classe de 18 élèves, et à savoir comment il gère tout ça, qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, et jusqu'à la fin, justement, quand le troisième acte, et tout se dévoile, et on apprend qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis, tout ça, vraiment, là, comme là, je résume ça parce que j'essaye de pas vous voler aucun de punch, aucun de spoiler. Tout ça, c'est vraiment, vraiment bien fait parce que chaque histoire, à un moment donné, tant que c'est des places et des personnages différents, à quelque part, ça s'entremêle tout, ça s'entrecroise, puis ça vient tout comme t'aperçois que les personnages, justement, qui se connaissent, puis les histoires que t'as vues à un moment au début, ben là, ça revient d'un autre angle, avec plus d'informations au fur et à mesure que l'histoire avance. Ça fait que ça, de ce côté-là, le film a vraiment bien été créé, puis c'est ça que j'ai aimé principalement du film, parce que oui, c'est la disparition de 17 enfants, mais le film se concentre pas à être un film de 2h08, qui est la durée du film, à juste essayer de trouver ces enfants-là. Non, on se concentre sur les personnages principaux de l'histoire, puis on fait sûr qu'on développe l'histoire, qu'on fait évoluer les personnages, qu'on comprenne de où ils viennent, où ils vont, quel genre de personnes qui sont dans la vie de tous les jours, puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi. Je dois préciser que c'est pas un film d'action. Alors, mis à part le troisième acte, quand justement là tout ce qui s'est passé est dévoilé. Avant ça, ça prend le temps de raconter une histoire. On focus sur un personnage à la fois jusqu'à ce que tu vois que la vie des personnages sont plus entremêlés que tu penses. Puis ça fait que c'est de ce côté-là. Si toi, mettons comme j'ai vu du monde critiquer, c'est Sinners, la première heure, il se passe pas grand-chose. Ben ça, c'est pas mal tout le long de Weapons. Si t'es pas patient, si t'es pas capable d'apprécier justement le développement puis l'évolution d'un univers cinématographique, c'est pas un film pour toi en partant, je te le dis, mais si comme moi t'aimes les slow burns, t'aimes qu'on prend le temps justement de nous présenter les personnages, c'est vraiment un excellent film, vraiment bien écrit, puis j'ai vraiment aimé la façon que les personnages ont été présentés, puis toute la situation nous a été expliquée vraiment comme de façon là à pas de tortue. On lui donne comme tu sais, on lui présente Justine en premier, et là, quand justement on commence à avoir du développement, à savoir ce qui s'est possiblement passé avec les enfants, ben là, on change de personnage. Là, on lui présente le personnage, on le fait grandir, on le fait évoluer pendant un bout, puis là, quand ça commence à devenir intéressant, puis qu'on commence à avoir un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui s'est possiblement passé aux enfants, on change de personnage, puis on commence un peu à zéro, mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui te tient à aller, qui te tient curieux, puis la façon dont ça a été fait, j'ai vraiment aimé ça. Puis encore une fois, si toi, t'es le genre de personnes qui, dans les films, faut que le film te tienne par la main, faut qu'il te mette tout cuit dans la bouche, faut qu'il t'aide à faire de A à B, à C, c'est relier les points. C'est encore une fois, c'est pas un film pour toi, c'est un film que faut que tu regardes, faut que tu écoutes, faut que tu observes, parce que c'est au fur et à mesure que l'histoire se développe que
subtilement fait réaliser certaines choses sur les personnages, sur les situations, sur la place là où ils vivent. Ça fait que de ce côté-là, encore moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Côté gore, parce que c'était un film d'horreur, honnêtement, je m'attendais à plus que ça. Pas que j'ai besoin de gore d'un film d'horreur, si c'est pas ça le but, mais ça me semblait un film qui allait être un peu plus violent pour une raison ou une autre, parce que Barbarians, quand même, donne pas sa place. Mais il n'a, mais pas énorme. Là. Ça fait que c'est de quoi qui peut te turner off pour aller voir ce film-là. Il y a vraiment pas de problème. Là. C'est pas des. J'ai vu beaucoup plus violent dans des films dans le passé, même en 2025. Ça fait que de ce côté-là, pas de problème. Même aussi que de ce côté-là, j'ai trouvé que c'est réussi parce qu'on y voit beaucoup des effets pratiques. Ça fait que je trouve que dans le monde de l'horreur, autant puissant, autant réaliste que le CGI est rendu, ça remplace pas la bonne vieille effet pratique. Là. C'est vraiment ça qui marche encore, je trouve, dans le monde de l'horreur, quand tu vois des scènes où il va couper des membres ou qu'il y a du sac volé, puis du CGI, ça paraît à 100%, puis des fois, on dirait que ça enlève à la qualité du film. C'est pas le problème avec ce film-là. Pas un film parfait, c'est sûr, parce que c'est dans le cinéma, surtout là, encore une fois, dans le monde de l'horreur, pour que tu peux avoir une histoire, pour que tu peux la développer, la faire évoluer, ben, à un certain moment, il faut que tu mets la logique puis le common sense de bord, tu laisses ça de côté pour aller de l'avant pour raconter une histoire. Puis, dépendamment de ton niveau d'acceptation à la réalité qui t'est offerte là, tu peux peut-être débarquer du film. Dans ce film-là, ça arrive pas souvent. Il y a vraiment juste une ou deux places là où je me suis dit, ouais, ben là, c'est pourquoi les voisins ont proposé plus de questions, pourquoi ces employés de telle personne n'ont pas rien remarqué ou rien dit. Mais rien de majeur. L'histoire en tant que telle, quand même assez bien ancrée dans la réalité, mis à part la raison pourquoi les enfants se sont partis tout en même temps à 10h07, à 10h17 le matin. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça bien correct, justement, que c'est juste une ou deux questions que je me posais si c'était là, mais rien de majeur pour me sortir du film. Juste deux choses que je pourrais critiquer pour le film. Première chose, c'est peut-être moi qui est pointilleux, là, mais vu que c'est que je fais du montage vidéo, quand ça vient à éditer, puis rééditer, puis couper, c'est des choses que je remarque beaucoup quand j'écoute sur la télévision ou le cinéma. Puis dans ce film-là, étant donné que on y va un personnage à la fois, puis des fois les personnages vont se croiser dans une histoire. Quand on voit un autre personnage, puis on nous raconte ou on nous résume une scène qu'on a vue, ben ils vont la filmer, mais d'un autre angle. Puis là, ça m'a fait décrocher une couple de fois, c'est que oui, le dialogue est pareil, mais on dirait que l'action est pas pareille. Une qui est plus frappante, c'est quand le policier Paul a son interaction avec le personnage de James. Puis là, il explique, écoute, je vais te laisser aller. Je vais te donner une chance, mais si je te vois, c'est sûr que je vais t'arrêter. C'est la première fois que tu vois cette scène-là, ben, il est tout essoufflé, puis il a de la misère à prendre son souffle, il parle, puis il parle. Puis là, quand on revoit cette scène-là du point de vue de James, ben là, Paul est bien relax, il parle tout calme. C'est le même dialogue, mais pas le même temps. Ça fait que ça m'a fait un peu débarquer du film. Je ne sais pas si c'est de quoi que tout le monde va remarquer, mais pour moi, ça a été vraiment que j'étais comme on aurait pu se forcer pour faire de quoi plus que ça marche plus. Mais peut-être juste une erreur de Zack Cregger qui, je pense, assez nouveau dans le domaine de direction aussi, écriture de film. Et autre chose qui m'a un peu déçu du film, c'est qu'à un moment donné, le personnage de Justine et le personnage de Aldridge, à chacun leur moment, ont un rêve qui, on dirait qu'il leur donne des indices sur qu'est-ce qui serait possiblement arrivé, pourquoi les enfants sont disparus, comme s'ils avaient comme des pouvoirs psychiques, mais en aucun temps, il y a des personnes dans ce film-là qui ont des pouvoirs psychiques, qui est capable de voir le futur à travers les rêves. Puis ces rêves-là, un coup que c'est fait, on n'en parle plus pantoute. Ça fait que ça aurait pu être coupé du film, puis ça n'aurait rien changé à la qualité qui est Weapons. C'était juste des scènes pour faire ce qu'on appelle en anglais des jump scenes, là, des scènes où c'est intense, puis ça va faire sauter le téléspectateur, téléspectatrice. Mais à point de vue de l'évolution ou ajouter à l'histoire, ça n'a rien fait de pantoute, ça fait ça, j'ai trouvé ça inutile. C'est vraiment les deux seuls points négatifs que j'ai pour Weapons, à part de ça, une excellente histoire, un excellent développement puis évolution de l'histoire, des personnages, de la situation. Rendu à la fin,
Encore une fois, je pense que ça va être personnel parce que c'est un peu ce qu'on appelle une fin en queue de poisson. Encore une fois, si toi t'aimes qu'on t'explique tout, quand tu fais un dessin, faut tout expliquer, c'est pas ce film-là, c'est pas ce genre de film-là. Puis la fin, je dois vous avouer que je suis direct sur la ligne à je suis satisfait, puis je suis pas satisfait. Parce que oui, on nous explique ce qui s'est passé avec les enfants, pourquoi ils se sont réveillés à 2h17 du matin pour se sauver de leur maison, la raison pourquoi ça s'est arrivé, mais l'explication en tant que telle a pas d'explication. C'est dur à expliquer, là, mais je trouve que, parce que je veux pas, encore une fois, je veux pas rien spoiler pour vous autres, mais le film, on dirait l'explication du pourquoi tout ça est arrivé, on dirait qu'il n'y a pas de background à ça, puis ça aurait été le fun d'en avoir un peu plus pour justement donner un peu plus de profondeur à la situation. Mais encore une fois, comme je dis, des fois dans les films, surtout dans le monde d'horreur, quand ça vient à vouloir à avoir besoin de laisser le common sense puis la logique de côté, peut-être que Zach Krieger voulait pas justement exagérer de ce côté-là, parce que je suis sûr qu'il a réalisé à des places. Si ça serait dans la réalité de tous les jours, ça ferait aucun sens, là. Ça fait que c'est une fin complète avec des explications incomplètes. C'est comme la meilleure façon que je pourrais te dire comment finit le film Weapons. Pas une fin parfaite, puis ça, j'étais content, j'avais peur après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu. Je voulais pas la fin soit 100% parfaite, on dirait que ça aurait comme enlevé à tout ce qu'on a vécu. Ça fait que la façon dont ça finit, moi, j'étais bien content avec ça. Au point de vue moins d'explication, on dirait, je sais pas, il me semble que t'en sais assez pour savoir ce qui s'est passé puis être satisfait. Mais on dirait à quel point t'aurais pu en prendre plus. Mais peut-être c'est parce que à cause de la qualité du film, parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, le film est excellent et vaut la peine. Stéphane, homme, femme ou whatever que tu te considères que t'es fan non seulement d'horreur, mais thriller psychologique, encore une fois, c'est un film que je vous recommande, Weapons, présentement au cinéma. Un solide 8 sur 10, un de mes top 5 garantis pour 2025. Ça fait que là, la semaine prochaine, là, on va aller du côté comédie, on va aller du côté Amazon Prime avec le film de Pick-up. Je ne l'ai pas encore vu. Là, pendant ce que vous êtes après écouter ça, moi, tout de suite, je suis à Montréal, pas à Montréal, je suis à Québec pour WWE Monday Night Raw. Et ensuite, là, je reviens le mardi. Mercredi, je vais prendre ça relax. Là, ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je retourne à Québec avec ma sœur. Ça fait que une grosse fin de semaine de route. Ça fait que pour écouter des films, faut que je calcule mon temps, pas à peu près, mais je devrais être capable de vous en parler justement la semaine prochaine. Puis à part de ça, côté cinéma, pour le mois d'août, je pense que c'était mon dernier film, Teddy Toxic Avengers, 29 août, possiblement, si j'ai le temps. Au mois de septembre, il y a des bons films qui sont arrivés au mois de septembre avec The Long Walk, un film basé sur un livre de Stephen King. Il y a aussi Conjuring Last Rites. À part de ça, qui s'en vient pour le reste de l'année, t'as The Running Man, autre film basé sur un livre de Stephen King. Oui, je le sais, il y a Avatar. Je ne sais pas si je vais aller le voir. J'ai même pas été voir le deuxième. Moi, le premier Avatar, là. Come on, là. Si t'as pas vu Avatar, laisse-moi te le résumer. Vite fait, bien fait, là. C'est des hommes blancs qui vont essayer d'enlever les terres d'une Première Nation. C'est ça que c'est Avatar. That's it, that's all. C'est un western dans le futur. Puis je me rappelle quand on nous avait vendu ça, ce film-là, il dit, ben c'est le 3D qui fait le film parce que c'est vraiment une coche de ce qu'on a vu jusqu'à date. Puis j'étais le voir, puis j'ai trouvé ça bien normal. Surtout que 3 semaines après, j'avais été voir Harold and Kumar 3D Christmas, puis le 3D était 100 000 fois meilleur que celui d'Avatar. Ça fait que faudrait peut-être que vous allez voir Jonathan Roy, lui qui est bien fan de ces films-là, pour en avoir une critique de mon côté. C'est rien qu'au mois de décembre, là, mais c'est ça, j'essaie de calculer, voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais jusqu'à date, quand même des films intéressants, mais je pense qu'il y a des places que je vais en arracher un petit peu pour trouver de quoi qu'il va falloir la peine d'en parler. Ça fait que là-dessus, ben justement, on se parle la semaine prochaine pour The Pick-up.